morning, everyone, and thank you for joining us for today's panel discussion hosted by the Royal Society of Canada on policy pathways to net zero. I'm Hannah Hogue, the Deputy Editor and Environment and Energy Editor at The Conversation. Bonjour tout le monde, je suis Hannah Hogue et nous avons un panel informatif préparé pour vous. Merci de nous joindre. Des choses pratiques avant de commencer. L'interprétation anglaise et française est disponible aujourd'hui. Si vous ne m'entendez pas dans la langue de votre préférence, allez chercher la bonne chaîne pour vous. Si vous avez besoin de l'aide technique, tapez un message dans le boîte chat. Si vous avez une question que vous aimeriez poser, vous pouvez faire cela à travers la boîte du chat à droite. Vous pouvez poser des questions tout au long du panel et nous aurons de 15 minutes à la fin pour répondre à certaines des questions. La planète est déjà chauffée 1,5 degrés et on dit que ça devrait être coupé en moitié si on va garder les températures globales de dépasser le 1,5 augmentation. Le risque des catastrophes naturelles va augmenter sinon. Ça va vouloir dire de changer nos technologies et de l'énergie à ceux qui ne produisent pas des émissions de gaz à effet de serre. Et aussi de stocker le carbone de l'atmosphère et de le stocker quelque part. Comment y arriver? Et ça, c'est le sujet qu'on va discuter sur le panel jusqu'à la fin de la COP 26 à Glasgow. Notre espoir est d'offrir de la clarté sur le sujet et de répondre à vos questions. J'aimerais commencer en présentant nos panélistes pour aujourd'hui. D'abord, Dale Bugan, de l'Institut climatique de changement climatique, est expert dans l'économie et le changement climatique et meneur expert sur l'atténuation du changement climatique. Après, Catherine Harrison, professeure à l'Université de Colombie-Britannique. Elle a travaillé avant comme analyste pour les États-Unis. Aussi, Jennifer Winter, professeure dans le département d'économie à l'Université de Calgary. Elle est aussi directrice de scientifique sur la politique à l'École de politique publique. Merci à tous de vous joindre à nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le cheminement de politique afin que Canada atteigne la neutrocarbonalité. La conférence a été conçue en tant que le dernier espoir de l'être humain. Je veux partager avec ce qui s'est passé au sommet sur le climat à Glasgow et ce qui a fait le Canada là-dedans. Dale Bugan, je commence avec vous. Merci. C'était assez intéressant. C'était mon premier COP. J'étais à Glasgow et c'était la première fois. C'était éducatif. Il y a beaucoup de réussites dans cette COP qu'il faut noter. Si tous les engagements que les pays ont amenés à ce COP, si ça se réalise, donc on va voir un réchauffement en dessous de 2 degrés, ce qui est une étape, un pas assez plus grand par rapport au COP dans les années passées. On voit un peu d'élan par rapport à la politique. Il y a un mais là-dedans, ce qui veut dire que ces engagements doivent être suivis et réalisés. Il faut avoir des politiques qui vont mener vers la réalisation de ces objectifs. Et ça, ce n'est pas une chose sûre. Donc ça, c'est mon grand point à retenir du COP. Et c'est un peu de moment d'épiphanie après cette discussion. Il va y avoir jamais un COP avec toute réussite. Il n'y aura pas une COP ou une réunion qui va avoir la solution en disant c'est fini cette question, l'enjeu est fini, on a la solution. Ça va être un processus en cours, là où les pays dans tout le monde emmènent des nouveaux engagements, des actions démontrées, des nouveaux leaders qui démontrent au monde comment ils réalisent ça afin de graduellement bouger vers le progrès. C'est comme ça l'accord de Paris a été conçu afin de mettre l'ambition. Donc, les vents sont tout petits au lieu d'un grand vent. Mais je crois qu'il faut reconnaître que ces petits vents font un élan de choses à venir. Et comme l'Inde qui a engagé en 1970 avec la Chabonne, les accords entre les États-Unis et la Chine, les nouveaux accords sur l'acier
l'aluminium entre les États-Unis, des règles sur l'article 6, qui est les accords de commerce sur les émissions, la commerce des émissions entre les pays. Ce sont des grands wins, mais ce n'est pas suffisant. Hein? C'est un point de vue assez optimiste. Catherine Harrison, je passe à vous. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de COP26? Je suis toujours en Écosse et je suis en train de regarder les événements dans ma province de Colombie-Britannique avec l'horreur. Donc, je vais être moins optimiste que Dale. Actuellement, nous sommes à 1,1 degré Celsius et 600 personnes sont mortes dans leur maison. Toute la ville de Lytton a brûlé. Nous avons eu des incendies sauvages au Canada avec une qualité d'air horrible. Nous avons maintenant des villes entières en train d'être évacuées et la ville de Vancouver est découpée de tout le reste du Canada par des catastrophes. Donc, nous avons besoin de beaucoup plus que des petits pas. Je suis d'accord en disant qu'il y a du progrès qui a été réalisé à ce COP-là, mais toutefois, en parlant de 1,5 et toujours en vie, il se trouve en danger. Hein? Rentrer dans le COP, les engagements des pays ont été consistants avec 2,7 degrés, en sortant 2,4 degrés C et 1,7, 1,8. Ces chiffres-là restent sur un grand nombre de pays, des douzaines de pays qui traduisent des engagements consistants aux objectifs de 2030. Là, il y a une grande lacune entre ces deux choses parce que beaucoup de pays font des promesses à cette distance sans aucune réelle solution afin de livrer sur leurs engagements. Donc, il y a une attente que tout le monde retourne à la COP27 avec une ambition plus importante. Et je crois que les résultats de COP26 à Glasgow ont quelques implications pour le Canada. D'abord, il y a une attente. Il y aura une attente que le Canada soit plus ambitieux par rapport à nos engagements de réduction dans les émissions pour d'ici 2030. Ce qui est 45% est moins ambitieux de ce qu'on a besoin globalement si on va limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et on est un pays riche qui a une économie intensive de charbon, de qui on va attendre qu'on fasse mieux et plus sur la responsabilité par rapport au traité de climat des Nations Unies. Je crois qu'il y a une façon d'avancer. Si Canada, avec soin, prendre avantage de l'article 6 afin d'augmenter notre ambition en achetant des réductions ailleurs dans le monde, au-delà de 45%. Il va y avoir une attente que le Canada mette plus d'argent sur la table. Les pays riches se sont engagés à mettre 100 millions de dollars chaque année sur le financement climatique dans les pays à partir de 2020. Ils ont cassé, ils n'ont pas gardé cette promesse-là. Et ça, c'est une source d'un schisme, d'une perte de confiance dans l'avenir et de besoins beaucoup plus élevés que cela. Je crois que le Canada, la façon dont on met les finances publiques dans le secteur, la filière des combustibles fossiles, le Canada a déjà commencé à réduire progressivement les subsides. Je crois que le Canada doit donner aux citoyens ce qui serait un subside. Aussi, la finance publique pour des projets de combustibles fossiles à l'étranger, mais n'a pas mis une date limite là-dessus pour le Canada. Et dernièrement, même dans ce 1,8 à 1, la section C, ce qui est moins de 1,5, qui est notre objectif, je crois que ça envoie des signaux assez qui donnent peur à base là où le Canada est le premier pays affecté par un déclin dans les exports, comme l'ambition augmente. Et on est dans cette zone-là. Ce rapport à la fin de la COP. Thanks very much, Catherine. Merci, Catherine.
Winter, I'd like to hear your thoughts Et on... Jennifer Winter, j'aimerais entendre ce que vous pensez sur la COP26 et comme ce qu'on fait au Canada là-bas. Oui, c'est génial d'être là. D'abord, je suis plus de côté de Dale et un optimiste de nature que Cathy. Je crois, pour moi, je n'étais pas présent à la COP. J'ai observé des réactions au Canada. Une chose que j'ai notée, certaines des annonces qu'a fait le Premier ministre chez COP semblaient être un peu étonnants à ceux qui observaient depuis le Canada. Et ça ne devrait pas cela l'était, mais on n'aurait pas dû être étonnant. Donc, il y a beaucoup d'accent sur la politique climatique autour de COP, mais pas nécessairement à la vie quotidienne. Et je ne sais pas si ça va changer dans l'avenir. Peut-être oui. COP is all about Parce que ambition. COP s'agit tout sur l'ambition et établir des cibles. Mais la politique derrière, afin d'implémenter ces engagements, ça se passe chez soi, au Canada et dans d'autres pays dans le monde entier. Et c'est là, je crois, où c'est important. Oui, ces cibles, ces targets, ces objectifs c'est une bonne chose, c'est assez ambitieux, mais ce qui est important, c'est les actions prises par les pays. Et en termes de ce qu'on a vu depuis les dernières 5 ou 10 années, le Canada a beaucoup avancé. Et oui, il faut faire beaucoup plus. Mais toutefois, en même temps, nous sommes on est dans une position maintenant là où on peut réaliser des politiques afin de réaliser nos ambitions, au lieu de tout simplement fixer des objectifs et faire une ou deux choses, mais pas doing very little. And I think faire très peu. Et je crois que pour les COP, les réunions COP dans l'avenir, c'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement dire oui, Canada va faire ci, mais venir avec une preuve qu'on a vraiment fait un suivi, même si c'est en partie sur nos ambitions. Parce que je suis d'accord avec Dale, incrementalism, c'est vraiment important parce que c'est un point de départ. C'est pour cette raison-là que je suis plus optimiste. Merci beaucoup, Jennifer. Dale, j'aimerais que vous démarrez la partie principale de ce panel. La question du Canada pour le changement climatique a sorti un rapport sur comment le Canada peut trouver son chemin vers un avenir de zéro émission nette. C'est possible d'ici le 2050 et si oui, quelles sont les façons dont on puisse y arriver? Merci. Donc, je vais tricher un peu avec un rapport, avec un support visuel. Et voilà, c'est un rapport assez grand qu'on a lancé en février qui a établi une soixantaine de chemins vers les zéro émissions nettes au Canada. Et ils vont peut-être partager après ce que j'aurais dit. Mais ce qui était intéressant sur ce rapport, c'est on a utilisé une modélisation afin de contraindre, afin de nous assurer qu'on ne fait pas des pensées optimistes, inventer des chemins qui n'étaient pas faisables et non réalisables. Il y a des vrais chemins depuis le cible d'ici 2050 et tous ces chemins sont consistants mutuellement. Qu'on n'est pas sur les présomptions qui n'ont pas de logique, que ce soit la technologie qui évolue ici au Canada ou dans les conditions du marché au niveau national, on a resté dans les contraintes que c'est des chemins vraiment faisables. Oui, la réponse est oui, il y a des chemins pour que le Canada puisse atteindre ses objectifs d'être en carboneutralité d'ici 2050, mais il nécessite d'être très agressif sur la politique afin de créer des incentives, des motivations, de créer. Donc voilà, M. Pope, pour démontrer un peu l'aspect qui pourrait avoir ces chemins. Et là où il y a des choses sont sûres et où les choses sont pas sûres sur ces chemins. Sur ces soixantaines de scénarios, on trouve
un résultat clé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sur tous ces chemins, qui étaient consistants, des solutions consistantes, peu importe des présomptions qu'on a faites sur le changement ou des conditions du marché international. Et on appelle ça ces solutions qui se remettent à chaque, qui montrent leur visage à chaque fois, les paris sûrs vers le chemin de 2050. Mais c'est aussi très important en 2030 et que c'est troisième partie des émissions afin d'atteindre le cible de 2030 dépend sur ces technologies de paris sûrs. Et ce sont des technologies familières et comme les véhicules électriques, l'efficience énergétique, des choses qui se montrent le visage de temps à plusieurs reprises. Ça donne un peu de clarté sur notre discussion, ce qu'il faut faire afin d'arriver à 2030. Is a bit different. Let's see if I can slide. Yes. No, I can't. Non, je ne peux pas glisser. D'accord, je veux de l'aide technique, s'il vous plaît. Ah, j'étais trop loin. Encore à 2030. Voilà, c'est 2050. Alors, l'histoire change en 2050. D'ici 2050, l'autre élément de l'histoire, les éléments imprévus, les technologies qui pourraient devenir importantes, qui pourraient vraiment transformer la donne au niveau de ce qui est possible au niveau de livrer les objectifs de 2050, commence à faire une plus grande partie de l'histoire. Mais ces éléments imprévus-là, ce n'est pas garanti. C'est par exemple le captage direct de l'air. Ça suce le CO2 directement hors de l'air et de le stockage permanent. Si cette technologie fonctionne à l'échelle, que ça évolue, que c'est peu dispendieux, mise à l'échelle, bonne mise à l'échelle et qu'on s'emploie régulièrement, mais ça pourrait ne jamais devenir peu dispendieux et mise à l'échelle. Et c'est un risque de vraiment tout parier sur les éléments imprévus. Les paris sûrs doivent faire partie d'un élément fondamental de l'histoire, mais on ne peut pas ignorer les éléments un peu plus imprévus. Voilà, c'est mon point vers les politiques. On avait parlé des technologies dans le panel précédent. Il y a différents leviers en matière politique pour piloter les paris sûrs et les éléments imprévus. Par exemple, les incitatifs pour le carbone, faire que les choses qui produisent plus d'émissions plus chères, comparé aux choses qui ne produisent pas d'émissions, peu d'émissions, des réglementations flexibles, souples, les incitatifs pour le déploiement des technologies paris sûres, des solutions à faible teneur de carbone qui créent des incitatifs pour faire que les entreprises adoptent les bonnes solutions. Les éléments imprévus, c'est difficile. Le Canada et d'autres pays se comprennent moins bien sur à quoi ces politiques ressemblent. Comment on peut piloter l'innovation afin de libérer ces nouvelles technologies qui pourraient exister. Est-ce que ça va exiger de parier des fonds publics sur ces innovations possibles? Est-ce que ça exige établir des attentes claires au niveau de la tarification du programme carbone et des règlements d'avenir pour offrir les incitatifs aux innovateurs de développer des nouvelles technologies transformatrices? Finalement, on doit faire les deux. On a besoin de politiques dans le court terme, de déploiement assuré des technologies paris sûres. Et en parallèle, on doit commencer comment déployer les éléments incertains, oui, qui permettent à la carboneutralité, qui pourraient être une nouvelle source de croissance économique au Canada dans une économie mondiale carboneutre. Merci bien, Dale. J'espère qu'on pourra parler des paris sûrs dont vous avez mentionné. Parler des véhicules électriques, l'efficacité énergétique, la tarification du carbone. Qu'est-ce que le Canada peut faire davantage pour soutenir les paris sûrs afin que dans le court terme, vraiment on réduit les émissions et que ça nous aide à atteindre les cibles de 2030? Quand on pense à l'architecture des politiques, on songe au trust outils. Ça pourrait ressembler à ceci. Ça pourrait être tarification du carbone, qui ça va dépendre des forces du marché pour créer des incitatifs pour le déploiement de ces technologies. Il y a des politiques réglementaires qui exigent que les entreprises atteignent un certain niveau de rendement. Et on peut commencer à faire que les lignes soient plus floues, à faire que les règlements soient plus flexibles et vraiment piloter le marché qui, au niveau des permis de truck,
pour minimiser le coût de porter ces changements-là. Ou on peut passer à des subventions. On utilise des fonds publics pour payer des entreprises et des individus pour adopter les technologies à faible teneur de carbone. Le danger avec la dernière catégorie, c'est numéro un, ça peut être cher, surtout parce qu'on paye des gens pour faire des choses qui feraient peut-être de toute façon. Peut-être penser aux gens, aux revenus qui achètent une Tesla et qui utilisent une subvention pour le faire. Le gouvernement devra penser aux technologies spécifiques à subventionner. Il y a des risques. Alors, ce n'est pas une question de la politique, c'est le niveau d'ambition, le niveau d'incitatif qui sous-tend la politique qui va piloter le changement. Merci d'avoir indiqué le besoin d'être strict. Une des choses que vous avez parlé comme une pari sûr, c'est la tarification du carbone. Ça a été central au niveau des politiques de carbone jusqu'à date. Est-ce que les politiques actuelles sur la tarification du carbone, est-ce qu'ils sont assez stricts? On voit que le régime de tarification du carbone a été mis en application en 2019. Ça existe depuis 2 ans. Le prix a déjà augmenté et les projections, c'est prévu que ça va augmenter jusqu'à $170 la tonne d'ici 2030. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question? Oui, certainement. Je répondrai. Selon la modélisation du gouvernement fédéral, fin 2020, quand il présentait un plan pour une réduction de 30%, il parlait de $170 par tonne. C'était cohérent avec cet objectif-là. Si on va atteindre notre objectif, le nouvel objectif de 40%, en fait, le prix du carbone, il faudra que ce soit plus élevé ou on devra davantage accéder à de la réglementation. En regardant au diapo de Dale, je suis frappé par que les paris sûrs, ce qu'on devrait faire, en fait, c'est souvent les éléments politiques qui posent le plus de défis et les éléments improvisés sont faciles à faire politique, et parfois même trop faciles. Par ça, j'entends la tarification du carbone ce n'est pas populaire, c'est dur à vendre au niveau des politiciens, les coûts sont visibles. C'est une politique, un outil de matière politique qui n'est pas familier. En quelque sorte, c'est naturel que les gens fassent preuve de scepticisme à cet égard, mais le vrai problème que nous avons, c'est que c'est devenu un débat partisan. Et les sondages que j'ai faits avec mes collègues, où on compare les gens qui sont sujets à taxe fédérale sur le carbone à Saskatchewan et en Ontario, c'est que quasiment tout le monde a sous-estimé combien ils recevaient de nouveau au niveau des crédits d'impôt, mais les conservateurs l'ont sous-estimé de bien davantage. Qu'on leur montré, en fait, les chiffres corrects au niveau de comment leur foyer recevait, et ils le sous-estimaient encore au niveau chez les conservateurs. Ça n'affectait pas leur soutien pour la politique. Ils présumaient qu'ils payaient encore plus s'ils recevaient ces argents-là. Alors, la politique partisane a fait de la politique avec ça. On a parfois leurré les gens avec leurs énoncés et ça crée un climat politique assez toxique avec les éléments incertains. C'est probablement une politique industrielle qui offre une subvention à ces secteurs-là de façon directe ou indirecte au niveau des coupures en matière d'impôts. C'est difficile. Ils adorent avoir de l'argent. Ils seront ravis d'avoir l'argent des contribuables. Il y aura même une tentation de contribuer beaucoup d'argent des contribuables dans des secteurs qui ne seront pas concurrentiels. Ce ne sont pas de bons paris, même parmi les éléments incertains d'ici 2050. Merci bien, Catherine. Je voulais vous parler de quelque chose qu'on a discuté beaucoup au Canada à COP 26. Cette notion de solution à base nature, utiliser les forêts et d'autres façons de stocker le carbone, le CO2, c'est clair que ça prend beaucoup de territoire et que les politiques qui seraient instaurées devraient prendre en compte le droit à la terre des peuples autochtones. Est-ce qu'on utilise un champ pour l'agriculture ou un champ solaire? D'où est-ce que les solutions à base nature s'intègrent dans cette notion de pari sûr et de joker? Comment ces aspects-là vont avoir des répercussions sur les politiques qui sont instaurées, comme on va vers le carboneutralité. Je vais m'y essayer, si vous voulez.
c'est un peu controversé. Selon, on a compris des solutions à base naturelle et le stockage naturel d'une façon d'enlever les émissions de l'atmosphère, comme un genre de joker plutôt qu'un pari sûr. Cela a soulevé beaucoup de signaux d'alarme, de consternation chez plusieurs avec qui on a discuté. C'est une question de permanence, c'est pourquoi on a fait. C'est comment ces solutions-là à base nature vont faire un stockage permanent de carbone. Si on plante des arbres, par exemple, pour de reboiser, comme façon de stocker le carbone, le risque, et ça augmente dans un milieu, dans un monde dont la température augmente, que la forêt pourrait passer au feu. Et ça pourrait libérer le carbone. C'est peut-être pas permanent, c'est peut-être pas une forme de stockage permanent. Ce n'est pas pour dire que ça ne devrait pas faire partie des solutions. On doit songer à des politiques qui peuvent être rattachées à ces politiques-là qu'on vient discuter. On peut créer des régimes de contribution où les amateurs peuvent, s'ils investissent dans des éléments qui vont décaler les émissions. Il faut que ce soit de grande qualité, que ce soit une forme de séquestration qui se sera produit autrement, qui a une forte chance que ça va durer sur une longue période. Et en limitant comment les offsets fonctionnent, on peut améliorer la qualité. On peut faire un argument de séparer, utiliser les fonds publics pour piloter ces investissements parce qu'ils ont beaucoup d'avantages au-delà. Les solutions à base nature améliorent la résilience pour éviter les inondations. Si on parle de tourbières et de la faune, au niveau de la biodiversité, au niveau du bien-être humain, alors peut-être que la solution est de penser à cela comme un élément séparé de la solution qui accompagne les politiques en matière de réduction des émissions. Catherine Harrison, je vais tourner vers vous pour la prochaine question. Vous avez mentionné comment la tarification du carbone était devenue politisée et partisan. Dans le sens plus large, quels sont les éléments politiques au niveau de la livraison de ces solutions-là? Est-ce que c'est un obstacle ou une occasion? On a tendance, d'après moi, à avoir un point de vue célébratoire du fédéralisme au Canada, la diversité dans les provinces. Alors, c'est bien, ils peuvent adopter leur propre politique. 10 têtes, c'est meilleur qu'une. On peut voir de l'innovation. Et là, les bonnes idées, les meilleures politiques vont se répandre à partir du Canada. Par exemple, les soins médicaux pour tous. Même en l'absence de politique innovatrice, il y a du leadership. Il y a une province parmi d'autres qui fait la chose difficile et ça fournit des rassurances aux autres. Par exemple, à la Colombie-Britannique, il y a la taxe neutre au niveau du revenu sur la taxe sur le carbone. C'est plutôt innovateur. C'est la première conception pure. La Californie, Québec est la première à étendre le troc des émissions au transport et le chauffage des maisons, mais on n'a pas tendance à parler du côté négatif du fédéralisme canadien. Et c'est ça qui a surtout dominé les politiques climatiques depuis 30 ans ici. C'est un système fédéral, surtout là où les gouvernements provinciaux sont les propriétaires des combustibles fossiles. Ça crée davantage de résistance par les gouvernements provinciaux. Il y a eu l'innovation, mais ça ne s'est pas diffusé parce que les provinces les plus carbo-intensives ne s'intéressaient pas à suivre les leaders. Et là, on a vu des obstructions. On a vu une attente, même si ce n'est pas une obligation constitutionnelle, qu'il doit y avoir consensus entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Du point de vue historique, les provinces carbo-intensives, notamment l'Alberta, avec le règlement les véhicules à moteur, surtout l'Ontario, on dit non. Et ça bloquait le progrès au niveau des changements climatiques pour 25 ans. Dans l'ensemble, le fédéralisme ne nous a pas aidés. Ce qui a changé depuis quelques années, c'est le gouvernement actuel fédéral a rejeté la norme du consensus fédéral provincial. C'est prêt à menacer
avec une tarification unilatérale du carbone et ils l'ont fait. Ça, c'est important. Finalement, c'était une courte pointe plutôt grotesque à travers les provinces. Heureusement, le gouvernement fédéral, la deuxième ronde, après 2022, ferme les possibilités pour assurer une meilleure cohérence à travers les provinces. Ils ont gagné dans la Cour suprême du Canada et qu'ils ont le pouvoir constitutionnel de le faire. On voit depuis quelques jours le premier ministre Kenney en Alberta qui dit que le gouvernement fédéral exigeait il doit consulter avec l'Alberta parce que c'est nous les propriétaires du pétrole. Non, ce n'est pas le cas. Ils doivent agir en matière de leurs compétences, mais le résultat qu'on parle de consultation, c'est qu'effectivement, ça donnait un veto à l'Alberta depuis des décennies. Merci bien. Alors, Jennifer, c'est peut-être un bon moment où vous pourriez vous exprimer. Vous êtes en Alberta. Pourriez-vous vous exprimer sur comment le rôle du gouvernement provincial, le parcours vers la carboneutralité? Est-ce que ça va être sans faille pour tout le pays ou est-ce que ça va être un peu plus chaotique? Le Canada est terriblement chaotique et fantastiquement chaotique. Différentes provinces font différentes choses, ils ont différentes circonstances. Dans un monde des plus idéal, on ferait toute la même chose. Il y aurait des politiques cohérentes et la vie serait belle. Mais ce n'est pas le cas au niveau des politiques climatiques. Ce n'est pas le cas dans tout secteur politique à travers le Canada. Je suis moins préoccupé par la cohérence des politiques. J'espère qu'il y aura une itération vers cela. Oui. En même temps, ça donne aux provinces la souplesse, quelque chose aussi grave que le changement climatique et la réduction des émissions. Parfois, cette souplesse-là est nécessaire dans le à court terme. Soyons clairs. Parfois, cette souplesse-là est nécessaire à court terme comme partie de la transition. Par exemple, des provinces dans le Canada atlantique, on leur accordait une exemption sur l'huile chauffage dans la tarification du carbone comme partie de leurs ententes d'équivalence. C'est parce que les foyers avaient une capacité limitée de faire la transition de l'huile de chauffage. Cela mine la capacité de faire la transition. La tarification du carbone, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il nous faut des politiques complémentaires. Au niveau du leadership, certaines provinces font figure de leadership, d'autres suivent. Peut-être que c'était un petit blip, mais il y avait une belle période en Alberta où l'Alberta était un leader sur la politique climatique. Cela a donné lieu à la norme que le gouvernement fédéral a suivi pour les grands systèmes émetteurs. Un rabat fondé sur les moyens pour les foyers afin que l'utilisation de l'argent était surtout ciblée vers les foyers à faible revenu plutôt que de distribuer le tout à tous les contribuables à travers l'Alberta. Alors, qui fait figure de leader et qui fait figure de personnes qui accusent d'un retard, ça dépend de la politique, les circonstances individuelles. Et je veux rappeler aux gens aussi, ce n'est pas juste l'Alberta qui fait mauvaise figure ou le Saskatchewan qui fait mauvaise figure. Il y a l'Ontario qui fait le va-et-vient au niveau de faire figure de leader ou de figure de roche qui retient les gens. Le gouvernement fédéral a un rôle important au niveau de pousser l'élan, mais ce n'est que récent et ça fait partie du grand défi aussi. Merci bien, Jennifer. Vouliez-vous ajouter quelque chose à cela, Dale, au niveau des provinces, comparé au gouvernement fédéral dans le parcours vers la carboneutralité? Moi, je suis nuancé entre ces deux points de vue-là. Depuis quelques années, on a l'impression que le Canada fait un meilleur travail au niveau de naviguer les défis du fédéralisme que Cathy véhicule.
En fait, il s'agit de choisir là où il y a souplesse pour accorder des pouvoirs décisionnels aux provinces comparé à contraindre la conception. Cet équilibre-là mène à des politiques plus stables. La tarification du carbone, la meilleure façon d'y penser, le meilleur exemple de souplesse, une bonne forme de souplesse, c'est comment on utilise les revenus. Un des éléments de l'encadrement pan-canadien, comment on songe à la tarification carbone à travers le Canada, le revenu n'est pas créé dans une province et recyclé dans une autre province. Il n'y a pas de transfert de revenus entre les régions, étant donné à quel point l'asymétrie entre les provinces et les territoires au niveau de l'intensité des émissions. C'est important pour une question d'équité interprovinciale pour surmonter certaines des formes de friction politique. Pas toutes. Ça a également créé de l'espace afin que les provinces puissent choisir comment ils utilisent leurs propres fonds. S'ils veulent relever cette occasion, c'est que faire que la Colombie-Britannique a fait pour utiliser les revenus de taxes sur carbone pour réduire les taxes corporatives. Il veut ce qu'il veut faire comme en Alberta pour utiliser les revenus pour s'assurer que les foyers à faible revenu ne soient pas affectés, touchés de façon disproportionnée. Est-ce qu'il veut le faire comme le Québec? Utiliser les revenus pour piloter l'innovation et déployer davantage de technologies au-delà du prix sur le carbone. Cette souplesse-là peut accommoder certaines différences à travers les régions et différents contextes politiques, tout en maintenant ce qui importe, l'initiative commune, la couverture commune de tarification du carbone. Le gouvernement fédéral travaille un peu plus fort pour s'assurer que les normes minimales pour moi, c'est du progrès au niveau de naviguer le paysage du fédéralisme. Merci bien, Dale. Jennifer, je vais rester sur cette notion de tarification du carbone. Parle un peu. Vous avez fait des recherches récemment sur l'impact de tarification du carbone sur les foyers canadiens. C'est en place depuis quelques années. On a des données. Alors, quel est l'impact? Qu'est-ce que vous avez perçu? Évidemment, tout qui augmente le coût des émissions va affecter les coûts dans les foyers. Ce que je trouve intéressant dans mon travail, il existe trois grands aspects au niveau de la tarification du carbone pour les foyers. Numéro un, c'est une grande différence entre les provinces. C'est grâce au système énergétique bâti. Les provinces comme l'Alberta, le Saskatchewan, où le revenu est plus élevé, le secteur de l'électricité est beaucoup plus intensif au niveau des combustibles fossiles. Les coûts sont plus élevés comparé à des provinces comme la Colombie-Britannique, le Québec et le Manitoba, qui dépendent davantage sur l'hydroélectricité. En deuxième lieu, l'usage des revenus, c'est important, vraiment important. Parce que là, j'entends souvent quand on parle du coût de la tarification du carbone pour les foyers, on prétend que le gouvernement brûle les revenus, il jette à l'océan, on s'en fout des revenus. Mais il y a beaucoup d'options pour l'utilisation des revenus. Il peut y avoir des rabais vers les foyers dans une somme forfaitaire, afin que tout le monde reçoive le même montant. Ça peut réduire les impôts personnels ou des grandes sociétés. Ces différents mécanismes-là affectent le coût net des foyers. Dans la plupart des cas, quand on utilise des rabais forfaitaires, comme le gouvernement fédéral l'a fait, ça aide les foyers à faible revenu, plus qu'on pourrait l'imaginer ou qu'on s'attendrait. Et plusieurs de ces foyers-là vont mieux sur le plan du montant de revenus qu'ils reçoivent comparé au coût de la tarification carbone. L'incitatif existe encore causé par la tarification du carbone pour réduire les émissions. Et en troisième lieu, c'est un peu plus dans le détail, ça fait un peu bolé, mais
Dans la plupart des provinces, nous avons de grands systèmes d'émissions et ils sont conçus pour aider les industries dont les émissions sont intensives afin qu'ils puissent survivre la transition et de réduire le coût de tarification carbone pour ces industries-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette politique-là a un effet significatif pour atténuer les coûts indirects au foyer. Le coût intégré dans l'achat d'une banane à l'épicerie parce que ça devait être transporté de là où on pousse les bananes, par exemple. Ces politiques-là, elles sont simples, et à la fois simples et compliquées, mais il s'agit d'un élément important de l'ensemble de nos mesures pour réduire les émissions. C'est intéressant comment vous dites qu'il y a un effet continu dans différents secteurs qui découle de ça. Avec les prévisions et l'augmentation prévue au niveau de la tarification du carbone avec le temps, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les foyers connaissent les mêmes avantages à l'avenir ou est-ce que ce sera autre chose? Ça va vraiment dépendre. C'est selon à quel point les foyers changent leur comportement en raison de la tarification carbone. Si personne ne change leur comportement et on continue mais je pense pas que ça va se produire moi-même, mais c'est possible que certains foyers vont pouvoir absorber les coûts, l'augmentation des coûts. Dans l'état extrême du monde, les coûts augmentent, mais ça signifie également que les revenus augmentent. On peut s'attendre à avoir les mêmes avantages nets à l'avenir. Bien sûr, au fur et à mesure que la tarification du carbone augmente, c'est prévu que ça augmente à 70 $ la tonne d'ici 2030. Ça va vraiment augmenter l'incentive de transformer son comportement. Ça peut être simple. La prochaine fois, il y a personne qui va pour acheter une voiture. Ils songent vraiment attentivement à s'ils veulent un véhicule électrique ou un véhicule à essence où ils vont songer au kilométrage. Ça crée également un incitatif au niveau des entreprises de s'écarter progressivement des sources d'électricité à haute teneur d'énergie fossile à long terme. Dans cette instance, le plus d'individus et d'entreprises qui changent leur comportement, plus bas seront leurs coûts. Plus leurs coûts seront amoindris et moins de revenus aussi. Alors, ils peuvent s'attendre à avoir moins de rabais. De façon générale, on s'attendra au fur et à mesure que les gens changent leur comportement, que leurs coûts vont diminuer aussi. Alors, je vais poser cette question au panel, aux panélistes. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, c'est évident que la tarification du carbone est au centre de nos politiques jusqu'à date. Je voudrais savoir si vous pensez que si le Canada dépend trop de la tarification du carbone ou dépend d'autres outils pour réduire les émissions, quels sont les choix pour compenser à court et à moyen terme il y a une limite au niveau de à quel point on a dû se dépendre sur la tarification du carbone quand on annonçait une cible plus ambitieuse. Ils n'ont pas annoncé une tarification du carbone plus ambitieuse. Ils ont proposé des règlements sectoriels, une norme sur l'électricité propre, véhicules à zéro émission, un seuil sur le déclin des émissions de l'exploitation pétrolière. Ils doivent encore finaliser une norme sur les combustibles propres. Les électeurs ne pensent pas que les producteurs des biens vont repasser le coût. Et quand ils vont le faire, ça peut devenir controversé du point de vue politique. La réglementation n'est pas autant facile qu'on le penserait. L'autre chose qui m'inquiète, c'est que c'est lent. Ce qui est bien avec la tarification du carbone, c'est là. Boum, ça va arriver, régler ça entre vous. Mais quand le gouvernement développe des règlements sectoriels, il y a d'habitude une attente
qui crée des normes que l'on peut atteindre du point de vue technologique, qui ne vont pas entraver la compétitivité des secteurs. Et ça prend d'habitude plusieurs années pour finaliser les règlements. Il y a une version ébauche, ils reçoivent des commentaires, une réunion, publie une nouvelle ébauche. On n'a pas le temps pour ça. Alors, il va falloir qu'on fasse beaucoup de meilleur travail au niveau de la réglementation environnementale qu'on a fait auparavant au Canada si on va dépendre de cela pour fermer l'écart de 30 à 45. Dale, vouliez-vous parler des choix que le Canada va faire à l'avenir? Have to. But from an economic perspective, there's interesting Je questions. suis content, comme ça, je n'ai pas besoin de parler de politique. Mais point de vue économique, dans le sens ample, plus qu'on dépend de la tarification du carbone, moins cher ça va être les émissions et moins plus important les coûts afin de réussir vos cibles. Donc, il y a des choses à considérer et dans le contexte qui sont aussi faisables politiquement. Les gouvernements doivent faire ce travail, cette négociation, qu'est-ce qui est politiquement possible, en même temps en pensant à la minimisation des coûts. La tarification du carbone ne peut pas tout faire. Il y a un rationnel clair afin d'utiliser des compléments importants et corrects, adéquats avec la tarification du carbone. C'est de chercher les coûts qui ne sont pas faciles à mesurer ou faciles à surveiller. Donc, le prix pour les fuites de méthane, parce que c'est difficile à tracer ça et c'est difficile à donner une tarification. Même, c'est vrai, pour les émissions agricoles, les éructes et les paix de la part des bétails sont des grands contribuants à la gaz méthane. C'est difficile à tracer, donc difficile à fixer une tarification sur le bétail. Il y a aussi un autre rationnel sur les choses que le marché ne fait pas de son propre compte. C'est un bon exemple, c'est les réseaux. Les choses qui se passent uniquement avec des actions collectives. Il y a un réseau de centres de chargement pour les véhicules électriques. C'est ce genre de choses-là, un autre rationnel au niveau public et au niveau de l'intervention dans la politique. Et ça va de la main avec la tarification du carbone. Au-delà, avec tous ce qui sont les côtés politiques, il y a aussi l'économie. Ça marche mieux quand on réfléchit sur ce qui fait la tarification du carbone et ce que cela ne fait pas. Jennifer, merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, un point. C'est que peu importe de ce qui est l'approche que le gouvernement fédéral, territorial, provincial du Canada prend par rapport à la réglementation, un point clé qui est qu'on passe à côté, c'est la certitude de la politique. Et en ce moment, la tarification du carbone et toute réglementation qui sont en train de développer et implémenter, il y a un degré de certaines certitudes à court terme sur la politique et nous avons pris une tarification sur le carbone jusqu'à 2030. 2030, ce n'est pas aussi loin, ce n'est pas très lointain, malheureusement, d'aujourd'hui. Hein. Et les raisons pour lesquelles les changements de politique en Alberta donnent un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire par rapport à la certitude sur la politique. En 2050, nous avions un changement. En 2015, nous avions un changement dans le gouvernement à Alberta et le gouvernement a commencé à développer de nouvelles réglementations par rapport aux les grands émetteurs. Et ça a pris presque 4 ans afin de développer enfin ces réglementations-là pour les grands émetteurs. Et en 2019, nous avons eu une élection. Le gouvernement a changé du NDP vers le United Conservative Party. Et tout à coup, il y a un changement de politique qui a éliminé la tarification de carbone d'Alberta, de changer, encore une fois, la politique sur les grands émetteurs. Et ce genre de changement
ça vraiment travaille en contre des grands politiques, même les investisseurs dans les maisons qui vont réduire les coûts. Just one of the big challenges of our Et ça, c'est juste un des grands défis des cycles d'élection de 2 ou 4 ans. C'est une lacune de la certitude dans les politiques afin de prendre des décisions à long terme. Oui, je voulais continuer et c'est un point que vous soulevez. Ça peut avoir un effet sur les foyers. Il y a une façon de rendre cela que la politique soit sûre, qu'il y a plus de consistance et de cohérence dans le temps. C'est difficile à faire ça parce que les gouvernements ne peuvent pas être contraints, mais des choses à recommander ou des mélanges. Des cadres, le gouvernement a créé ce bill, la loi C12, qui prend des mécanismes de transparence, qui met des contraintes sur les gouvernements dans l'avenir, afin que l'administration réponde à comment ils avancent là-dessus. Donc, ce n'est pas parfait parce que les gouvernements dans l'avenir pourraient déslégisler la législation, mais ça crée plus d'élan et plus d'énergie sur ces chemins. Des choses plus petites. J'ai écrit un rapport avec un collègue au USC qui a argumenté que l'infrastructure pourrait être, le banque d'infrastructure pourrait être intéressant pour les projets, grands projets. Ça pourrait garantir un financement pour les grands projets qui soit à condition sur la tarification de carbone. Et donc, si ça changeait dû au changement du gouvernement, donc ça devrait payer la différence. C'est une assurance que leur donner d'une certitude dont ils ont besoin, mais créer des incentives aussi, des motivations pour les gouvernements, puis payer ces factures de la banque d'infrastructure d'adhérer aux engagements de leurs prédécesseurs. Sinon, ils payent plus cher pour des projets qui ne sont plus économiques avec des changements dans la tarification de carbone. La grande réponse, c'est qu'il faut continuer de construire et de la part des électeurs, nous devons nous engager dans ces chemins-là. Thanks so much, Dale. Merci beaucoup, Dale. Je souhaite avancer vers le rôle du Canada et sa relation avec tout le reste du monde par rapport aux émissions et la transition vers la carboneutralité. Selon le tracker, les cibles tombent beaucoup. L'interprète ne peut pas entendre. Désolé. Peut-être, Dale, on commence avec vous. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans l'année prochaine par rapport à la politique et la réglementation? Il y a des filières qu'on va voir ciblées d'abord. Oui, sous la législation dont j'ai parlé, le C12, le gouvernement fédéral a un plan afin de livrer sur le cible, l'objectif de 2030. Et techniquement, ils ont jusqu'à la fin de l'année, mais je crois qu'il y a une période de liberté. On va voir quelque chose d'important et concret et moi, j'attends voir quelque chose assez vite et concrète. Peut-être des conversations sur un standard sur l'émission des véhicules pour la filière de transport. Donc, d'obliger que la vente des véhicules soit des véhicules électriques, mais beaucoup de conversations aussi à Glasgow et depuis sur une limite, un seuil sur les émissions dans le secteur de gaz, qui est une source importante. Donc, ça, c'est une nouvelle politique. Je crois qu'on ne sait toujours pas la forme que cette politique va prendre. Et c'est une conversation vive tout au long du pays sur l'agressivité de ce seuil et cette limite. Ce n'est pas forcément complètement... Beaucoup de ces secteurs gaz ont commis eux-mêmes, se sont engagés à la carboneutralité. With the support of the industry. So there's devils and details Donc, to il y a wrestle des with, but diables dans le détail qu'il faut lutter avec, mais ça, c'est des grandes lignes.
Merci beaucoup, Jennifer. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut voir par rapport à la réglementation et la politique du climat dans les prochains mois à venir? Pour commencer, ça fait 5 ans depuis l'annonce, pas forcément l'implémentation du cadre pan-canadien. Donc, Environmental Canada passe par le processus d'évaluer et de fixer des points de référence sur les plans climatiques du Canada pour ceux, par exemple, comme Colombie-Britannique avait implémenté leur propre plan. Québec, Colombie-Britannique, par exemple, et les autres provinces comme Ontario et Alberta qui ont une combinaison du plan fédéral et leur propre politique, développement des politiques, ça va être clé. Donc, ça va être une discussion. Est-ce que ces plans provinciaux de climat sont vraiment égales au niveau de standard fédéral? Et sinon, quelles sont les exemptions? Et comment est-ce que ces provinces doivent augmenter leur sévérité? Donc, ça, c'est quelque chose à regarder de très près. Autre chose de très important, comme toutes ces autres politiques complémentaires vont se lancer, comme le Clean Fuel Standard, Clean Electricity Standard, etc., c'est comment s'ils chevauchent entre elles avec ce qu'on a déjà implémenté, comme la tarification du carbone sur les foyers, sur les petites entreprises, le grand système pour les grands émetteurs, et comment le gouvernement fédéral et les provinces de façon comparative ou non comparative, développe cela. Et où il y a, vous savez, où il y a un chevauchement. Parce que l'approche du Canada, oui, c'est de faire la tarification du carbone, et ça, c'est avant les autres. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui passent dans le fond, qui principalement dépendent de la réglementation. Et ça veut dire que c'est une politique un processus de développement de politique assez complexe. Parce que tout qui va proposer une réglementation, il fait des commentaires, il faut prendre en compte comment est-ce que ça réagit avec toutes les autres choses qui se passent. Et ça veut dire que c'est vraiment, ça ne va pas être simple de dire, voilà, c'est un standard d'électricité propre, on y va. Merci beaucoup. Catherine, vous avez quelque chose de plus à rajouter? Oui. Comme l'ambition du Canada augmente, et en particulier quand on tourne vers un secteur intensif dans les émissions, l'extraction du pétrole, on va trouver une pression croissante pour les offsets au niveau international et national. Et un offset, basiquement une occasion pour qu'une entreprise qui se feront à des réglementations de payer quelqu'un d'autre afin de faire ces réductions dans leur nom. Dans le domestic offset, s'il y a des choses comme les forêts, l'agriculture, ce qui est la forêt montre des questions dont on a évoqué Dale, qui est est-ce que c'est permanent? On a des frais de fee avec des offsets bogus, des faux. C'est des choses techniques qui dépendent le coût d'une entreprise. Il y a un fermier qui gagne beaucoup d'argent. Ça donne une optique que les choses est importantes, mais ça n'a fait rien pour la planète. Donc, je crois qu'on va avoir des conversations difficiles sur ce type de offset et à quel degré ces entreprises peuvent répondre aussi au niveau international sur l'article 6 de l'accord de Paris, qui est là, le livre qui a été finalisé enfin de COP à Glasgow. Il semblerait comme ils ont traité le problème de double comptage à partir des rapports experts que j'ai lus, mais il y a des choses qui viennent du passé, qui sont amenées vers. Il faut que le Canada dise non à cela. Il y a une question, à quel degré est-ce que les entreprises puissent se dépendre sur le commerce international? Et les ministères ont dit on va atteindre notre objectif sur les moyens domestiques, les besoins domestiques. Il va y avoir une grande pression afin de relaxer sur cela. Je crois que la justification la plus importante, c'est si Canada augmente son ambition au-delà de notre objectif actuel. Mais oui, là, c'est quelque chose que je regarde de très près dans l'avenir.
Vous mentionnez pressure of energy security. Cette pression de l'énergie, la sécurité de l'énergie, comme ça a un impact sur la prise de décision politique. Il semblerait que ce qu'on a vu chez COP, avec un soutien financial support to coal. à couper le soutien sur le charbon et réduire les émissions, mais on n'a jamais éteint par rapport pour finir avec le charbon. Mais je pose la question, pourquoi si vous avez une boule de cristal, pendant combien de temps est-ce qu'on va voir toujours que la sécurité de l'énergie est plus importante par rapport à la planète? Et quelles sont des façons que le Canada puisse jouer un rôle dans l'incentivation? Oui, Catherine, la plupart, ça vient des pays. Ce sont des pays sous-développés. Beaucoup, ça vient de l'énergie, secteur d'énergie. L'Inde a été le problème. C'est 200 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Donc, la façon d'avancer dans ces pays, c'est l'électricité plus propre, mais la façon d'aider cela, c'est de faire financement climatique à travers des pays riches qui causent ce problème. Et peut-être on ne savait pas à ce moment-là que les combustibles fossiles ne faisaient pas ça. On s'est enrichi en le faisant. Donc, j'ai une obligation morale et aussi un intérêt de soi-même pour que le Canada fournisse un soutien plus propre aux pays développants que nous avons pris, nous. Dale, Jennifer, vous voulez répondre à cela? I want to flip that somewhere a little bit different, Hannah. Je veux aller vers autre chose, si ça vous semble correct, Hannah. Il y a un autre aspect d'action internationale qu'on voit au COP et dans ces autres arènes internationales. Ça pose un autre risque pour l'économie canadienne. Si le monde suit sur ses engagements et le monde développé prend ces chemins dont on parle, Cathy, il y a des implications énormes sur les marchés internationaux pour le charbon et le gaz, et ces changements dans ces marchés peuvent se soulever beaucoup plus vite de ce qu'on a. Les politiques pensent que ça va se produire. Il y a des opportunités pour ce qui va les remplacer, mais donné que le Canada est une nation de commerce importante et ces marchés internationaux sont tellement importants pour notre prospérité globale, mais aussi sur les communautés individuelles. C'est une chose qu'on doit regarder de plus près. Il ne s'agit pas de l'impératif de réduire les émissions en évitant plus de catastrophes que voit la Colombie-Britannique. Il y a aussi un besoin de s'assurer que le Canada dépend des sources de croissement, donc, c'est quelque chose de nouveau dans que ça forme le flux de capital et de l'argent. Ça pose des défis intéressants pour les décideurs sur la politique du Canada. Comment faire ce changement de façon tranquille, sans problème? Jennifer, Catherine, il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Yeah, I think I'd like to bring the Oui, j'aimerais rendre la conversation vers les paris, les jokers. Et c'est des choses qu'on n'est pas très sûr. La relation entre Canada et les autres nations dans les marchés offset, ça nous donne une occasion, une opportunité. Le joker que Dale a mentionné, c'est le captage du carbone et l'autre. Ce sont deux technologies. Capture sucks emissions out of the atmosphere and capture Le captage emissions as they're part of the production. And that's actually one of the really interesting wild. Et ça, c'est quelque chose, une opportunité dans les jokers très important pour le Canada, pour le Canada de l'Ouest en particulier, parce que nous avons une géologie géniale. Ça veut dire qu'avec les marchés d'offset en fonctionnement, avec une politique à long terme
sans être sûr. C'est une opportunité pour que les nouvelles investissements dans ces nouvelles technologies, ça veut dire que le Canada peut être une source des offsets d'émissions pour les autres pays. It is a wild card, so it's not. Donc, c'est un joker, mais ce n'est pas une solution facile. C'est une chose à plus long terme qu'on puisse regarder. La nouvelle technologie dépend sur l'expertise existante. This really forward-looking thinking c'est une façon de regarder vers l'avenir smooth transition qui rather va than soutenir une transition sans problème. to what the rest of the world does. Yep, go ahead, Catherine. Oui, allez-y. The question of how big the risk is for Canada's La question sur le risque des exports du Canada, je crois qu'on n'a pas se confronté à que ça pourrait se produire assez bientôt. Et donc, le rapport cet automne avait des scénarios différents. Une des choses, c'était 2,7 qui est le politique actuel. Ce n'est pas une prédiction de l'avenir parce que c'est totalement implausible qu'un pays ne change pas leur politique au cours des prochaines 30 années. Il y avait des engagements annoncés, un scénario comme ça à 2,1 degrés C. C'est assez généreux par rapport à l'interprétation sur les grands angles d'argent. Ça se trouve un peu entre cette zone, là où COP26 a terminé, entre ces deux chiffres. Et ce qu'ils ont prédit, c'est que les exports du Canada vont réduire d'ici 2030. Ce n'est pas une chose lointaine dans l'avenir, c'est un changement qui pourrait commencer à partir de maintenant ou l'année qui vient. Et c'est là où je crois que l'engagement à la réduction progressive des subventions des combustibles fossiles peut créer un revenu qui soutient ces travailleurs et ces communautés qui sont probables de se confronter à une situation compliquée. Si c'est le gouvernement qui finit une entreprise, qu'on parle de neutralité dans presque toutes les occasions, on ne parle que des émissions pour extraire ce pétrole au Canada, pas le combustible, les émissions de combustible ou même le raffinement qui sont plus élevés pour Canada. C'est pour ça qu'on est vulnérable et c'est un défi énorme qui s'approche de très vite. So much. Merci beaucoup. On va commencer à finir. Before we do that, I'd Avant de like faire cela, j'aimerais by asking each of you fermer en vous posant think is la question suivante. discussion we've had today, or you've sort of had giving you the most things. Quelle est la partie la plus intéressante de la discussion aujourd'hui? Où est-ce que vous avez vu que l'avenir du Canada au niveau international et national, au niveau de la politique par rapport à la réglementation dans la courte durée? Catherine, why don't you go first? Catherine, vous en premier? I think we covered a lot of really interesting. Je crois qu'on a couvert beaucoup de sujets intéressants. Je n'ai jamais été sur un panel. On a parlé d'éruption et de paix. Merci, je suis là pour vous. Hein. I think one thing we've kind of danced around. Une chose qu'on n'a pas vraiment traitée, c'est les défis au niveau de l'administration pour le gouvernement. C'est un grand travail qui les attend afin de mettre des standards réglementaires et de les mettre à jour avec régularité et aussi de les faire obéir. Donc, il y a juste beaucoup de travail dur pour le gouvernement canadien. Thanks very much. Jennifer. À venir. Merci beaucoup, Jennifer. Catherine a fait un point très important. Ça va être très difficile et un grand défi. Ce n'est pas juste le gouvernement fédéral et la politique, c'est les 13 provinces et territoires, chacun avec leurs propres contraintes, uniques et questions et enjeux politiques. Malheureusement, ça veut dire que la politique, les changements dans la politique, ça va être lent, plus lent que de ce que certains veulent et aussi plus vite que certains d'autres aimeraient.
Ça fait partie de désordre beau et compliqué de ce qui est le Canada et le fédéralisme. Cela dit, je suis optimiste. Some resistant provinces, the last federal election, parce que la dernière élection fédérale, chaque parti avait un plan de climat détaillé et assez important. Moi, personnellement, j'avais certains problèmes avec certaines choses dans chaque de ces plans climatiques, mais toutefois, la politique climatique est arrivée dans le mainstream. Et donc, malheureusement, ça prend des catastrophes, comme on a vu en été ici en Colombie-Britannique, afin que les gens se rendent compte. Mais la politique climatique devient mainstream. Ça devient plus important. Je crois que la seule chose qui nous empêche, qui nous entrave, c'est que la politique n'est pas la seule chose que notre gouvernement doit s'occuper. Et ça, malheureusement, c'est juste la vérité. Et cela va vraiment en même temps et entraver l'action continue. Merci beaucoup, Dale. Je vous laisse dernière parole. Je vais venir avec l'optimisme, même comme j'ai commencé. C'est peut-être l'optimisme un peu avec l'espoir. Un point de nez. C'est ce que Jennifer parlait, cette consensus argent politique exactement, mais on devient plus près sur l'impératif, sur une politique efficace sur le climat, mais c'est aussi sur l'élan contenu sur les investisseurs privés. Maintenant, mettre l'argent derrière les solutions de carbone parce qu'ils voient les risques, eux, dont on a parlé plus tôt, comme une raison qu'ils doivent le faire afin de protéger leur retour dans l'avenir. De plus, ils veulent que la politique soit sûre et là où ça va aller. Et ce type de pression afin de maintenir et commettre, s'engager, de créer une transparence aussi sur le chemin sur lequel on se trouve pour que les marchés fassent leur magie. C'est aussi un boucle de rétroaction positive qui peut aider. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail sur la politique climatique qu'il faut faire et sur la communication. Mais on a l'impression qu'on a commencé à tourner le coin, que ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Merci beaucoup. J'aimerais remercier à tous les panélistes et le public aussi dans cette discussion claire et informative sur la carboneutralité. J'aimerais aussi remercier la Société royale du Canada. Je vous souhaite une très bonne journée avec les autres séances.